Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Bonsoir. Aujourd'hui, donc, on va faire une présentation sur en quoi le contract testing peut vous aider à ne plus avoir peur de refactorer vos API web. T'as oublié. Yes. Donc, je me présente. Donc, moi, c'est Jessica. Je suis développeur. Je travaille chez Carbon IT depuis 3 ans. Et donc, je suis accompagnée de Maxime, avec qui je travaille à la Société Générale en mission. Maxime, donc je suis tech lead chez Noventia. Effectivement, on est à la Société Générale et vous pouvez me retrouver sur Twitter. Poser des questions après la presse. Donc nous, et on voit plus rien. Non, c'est bon. C'est les gifs. Donc, on a un super projet, on est super content. On a une application toute neuve en microservices. C'est super moderne. Donc notre application, grosso modo, elle ressemble à ça. Donc c'est un peu le bordel, mais c'est normal, c'est des microservices. Donc on a des front-end qu'on voit à gauche. Je ne sais pas si vous avez très bien les couleurs, c'est pas grave. Une grappe de microservices qui communiquent entre eux et des services externes qu'on va appeler de temps en temps également. Et tout ce petit monde communique à la fois en service REST et en échangeant des messages sur des queues RabbitMQ. Et du coup, on a notre système, il va falloir qu'on le modifie, il va falloir qu'on ajoute des nouvelles features. La problématique, souvent, lorsqu'on va vouloir modifier une API ou modifier un échange entre deux services, c'est qu'on va avoir du mal à savoir quels vont être les impacts de façon précise. Comment aussi sécuriser ces évolutions sur une API. Et donc, l'idée... Donc, c'est ce qu'il nous faudrait, en fait, pour pallier à ces problématiques, ce serait d'avoir une sorte de carte des interactions, de visualiser quel service fonctionne facilement avec quel service. Donc, un peu le schéma qu'on vous a vu, mais généré automatiquement. Et de savoir en fait comment ces services échangent entre eux, avec quelles données et quels sont les formats d'échange entre ces services. Donc tout cela afin d'avoir une visibilité, une vision sur en quoi va nous impacter une évolution dans notre API. Donc pour prédire un petit peu les impacts, la charge, et pour pouvoir aussi éventuellement donner de la visibilité aux métiers, aux personnes qui vont nous demander des estimations, donc pour prédire un petit peu l'avenir. Du coup, grosso modo, si on schématise, notre application elle ressemble à ça. Donc on a un front-end, pardon, on voit pas très bien. On a un front-end qui communique avec un back-end, qui communique, on voit pas très bien, en bas sa base de données et des services extérieurs. Donc généralement, ce qu'on teste, c'est qu'on teste chaque brique en isolation. Donc on est à peu près certain que ça fonctionne correctement. Sauf que, généralement, on oublie de tester les interactions entre nos différentes briques. Donc ici, entre notre front-end et nos back-end, et entre notre back-end et des services extérieurs. Ça peut être d'autres back-end de notre architecture microservices ou des services extérieurs. Donc comme ça n'a pas l'air trop grave, sauf que quand on affiche notre précédent graphe, on voit qu'il y a quand même pas mal de petites flèches rouges et que potentiellement, il y a plein d'endroits où ça peut casser. Donc la solution dont on va parler aujourd'hui, c'est le contract testing. Donc le contract testing, qu'est-ce que c'est? Alors comme son nom l'indique, on va effectuer les tests à partir d'un contrat. Donc on va avoir nos deux services qui vont se mettre d'accord ensemble sur un contrat d'échange, donc un peu comme quand on écrirait des spécifications. Donc là, ça va être un contrat qui va être mis dans le service directement. Et les deux services vont se mettre d'accord sur comment est-ce qu'ils vont communiquer leurs données. Donc, on va commencer par une petite définition des termes. Donc, on va avoir d'un côté le provider. Donc, ça va être celui qui va fournir de la donnée à l'autre. Donc, c'est celui qui propose une API dans le cas d'un échange REST. Donc, comme un service REST, un service back. Ou alors, on a le provider. Donc, c'est celui qui va... Consumer. C'est celui donc, qui va consommer la donnée. C'est celui qui va appeler une API. Donc, comme un client front, mais aussi peut-être d'autres services back-end. Donc, on va commencer par définir un contrat, puisque c'est la base du contract testing. Donc, un contrat, c'est quoi? Donc, c'est entre deux parties, donc un front et un back, ou deux backs, ou surtout deux backs. Et donc, ces deux services vont avoir une liste d'interactions. Donc, une interaction, c'est quoi? Donc, c'est une requête standard qui va être utilisée par le consumer pour appeler le provider, et la réponse de ce provider au consumer. Donc par exemple, lors d'un appel d'un front vers un back, donc c'est le front qui va appeler le back en lui disant « fournis-moi telle information » et le back va lui répondre une réponse, donc voici tes informations. Donc c'est ça, donc c'est l'échange, donc l'interaction standardise l'échange.
Donc, au niveau des tests, comment ça se passe? Donc, on va avoir le provider et le consumer qui vont qui vont effectuer leurs tests face à un mock de leur Contrepartie. Et ce mock, c'est vraiment l'important, ce qu'il faut comprendre en contract testing, c'est que le contrat est au centre de tout. Donc le contrat va générer les deux mocks. Enfin, c'est à partir du contrat qu'on va générer les mocks qui vont nous permettre d'effectuer nos tests. Donc l'important vraiment, c'est que le consumer et le provider effectuent tous les deux leurs tests au moment du build face à la même source de vérité. Donc une source de vérité qui est partagée et qui n'ont pas copié mais vraiment récupéré du même endroit. Donc le provider va effectuer ses tests face à un mock du consumer et dans un même temps, le consumer va effectuer ses tests face à un mock du provider. Donc on va se pencher d'un côté consumer pour commencer. Donc le consumer, ça peut être, comme on a dit, un front ou un service qui va en appeler un autre. Donc le consumer va effectuer des requêtes à un mock du provider. Ce mock du provider donc, va recevoir une requête, va la comparer avec l'expected request, donc une requête standard qui est présente dans sa base de données d'interaction. Il va répondre une réponse standard qui, lui, l'a en mémoire, et donc renvoyer cette réponse. Le consumer va recevoir cette réponse, comme si c'était un vrai service qui lui avait répondu, et donc va pouvoir valider que son test se passe bien, et donc vérifier qu'il arrive bien à parser la donnée qu'on lui a envoyée, donc que c'est le bon format, que les champs sont nommés de la bonne façon, et tout ce type de vérification. Et du coup, côté provider, on va faire un petit peu la même chose. Donc on part toujours de notre interaction. Cette fois-ci, on va générer un mock du consumer, donc qui va être un client, qui va prendre l'interaction qui est attendue, donc générer la requête SQL, HTTP par exemple, dans le cas d'une interaction HTTP, l'envoyer à notre provider. Notre provider, il va faire sa tambouille interne, donc il est lancé pour l'occasion. Il va répondre une réponse, et cette réponse, on va la comparer avec la réponse attendue. Ce qui est important de noter ici, c'est qu'on va vraiment comparer la structure des données et pas les valeurs des données. Donc on va vérifier surtout les types de données. Et du coup, au global, on voit bien qu'à partir de notre même interaction, notre même source de données, on a vérifié, donc c'est des vérifications des tests qui se font au moment du build, qui sont automatisés. Donc on a vérifié notre consumer et notre provider. Et du coup, on va se poser la question, qui va définir ce contrat? Effectivement, maintenant qu'on a vu un peu le principe du contract testing, donc on a vu que le contrat était au centre de tout. Et pour définir ce contrat, on va avoir deux principaux paradigmes, on va dire. Donc on va avoir du consumer-driven contract testing ou du provider-driven contract testing. Donc dans le cas du consumer-driven, chacun des consumers, donc chacun des fronts et ou des services qui appellent une API, va définir son contrat. Donc ça veut dire qu'il va définir les endpoints qu'il utilise. Donc il va dire j'utilise telle liste d'endpoints et je les appelle avec les arguments suivants et j'attends que tu me retournes tel champ. Donc bien sûr, tous les services n'utiliseront pas tous les champs du provider. Donc chaque consumer va dire voilà moi les champs qui m'intéressent et voilà ce dont j'ai besoin. Donc lorsque le provider va effectuer ses tests, il va vérifier qu'il vérifie bien chacun des contrats des consumers. Donc ça veut dire qu'ici, le provider va vérifier qu'il répond bien à deux contrats. Donc c'est le consumer qui définit le besoin dans le consumer-driven contract testing. Donc, alors le consumer-driven contract testing, ça ne s'applique pas à tous les cas. C'est assez spécifique, donc c'est lorsqu'on a peu de consumers pour un même endpoint ou un même service. Vu qu'on a vu que chaque consumer proposait un contrat, pour pouvoir gérer les contrats, alors il faut qu'il y ait assez peu de consumers sur un même endpoint. Donc ça s'adapte dans les microservices quand on a 5-6 max consumers. Quand on en a 70 ou 1000, c'est pas du tout adapté. Et lorsqu'on arrive à avoir une communication aisée avec les équipes entre les équipes qui font le consumer et le provider. C'est pas le consumer qui va dire voilà moi ce dont j'ai besoin. C'est vraiment une entente dès le départ qui est négociée au sein des équipes. Donc un exemple typique, ça va être lorsque, par exemple, on fait un front-end qui a besoin donc là, du back-end for front-end. Donc ça, c'est lorsque le back-end doit fournir une donnée qui est vraiment formatée pour du front-end. Donc typiquement, lorsqu'on est sur du mobile, on a besoin de perf, donc on va avoir besoin d'un endpoint qui nous fournit vraiment des données précises et standardisées pour. Donc ça, c'est lorsqu'on va faire du consumer-driven contract testing. Et donc, à l'inverse, on va faire du le provider-driven contract testing.
on va avoir un seul contrat. Donc le provider va dire moi je fonctionne de cette manière donc à tous ces éventuels consommateurs et donc les consommateurs vont pouvoir vérifier ce contrat. Donc ici pour nos deux consommateurs on a un seul contrat. À l'inverse du Consumer Driven Contract Testing, le Provider Driven, on va le faire surtout quand on a soit beaucoup de consommateurs, soit on ne connaît pas nos consommateurs, donc on ne peut pas aller récupérer les contrats, ou il y en a beaucoup trop pour les vérifier tous, ou encore que la communication entre les différentes équipes sont difficiles, et du coup ça va être compliqué si les équipes qui font le consumer n'ont pas envie de modifier leur contrat, alors qu'il est vieux et qu'on a bien envie de tout changer. Donc l'exemple typique, c'est avoir une API publique, par exemple l'API de Twitter. On voit bien qu'ils ne vont pas s'amuser à aller demander à tous les gens qui utilisent leurs API de leur fournir des contrats et de tout vérifier. Il y en a beaucoup trop, ils ne les connaissent pas et ce serait un sacré bazar à gérer. Donc eux, ils pourraient faire plutôt du provider driven. Une fois qu'on a écrit nos contrats, il va falloir qu'on les stocke quelque part, ou en tout cas qu'on puisse les échanger entre notre provider et notre consumer. Pour ça, il y a plusieurs solutions pas très compliquées. On peut les mettre dans un repository Git, on peut les mettre dans des repositories d'artefacts, ou on peut utiliser des solutions designées pour stocker des contrats qui vont proposer d'autres fonctionnalités. Et du coup, pour faire du contract testing, on va utiliser des outils. On va parler rapidement de Spring Cloud Contract qu'on a un petit peu utilisé, donc qui fait plutôt dans sa première version du Provider Driven Contract Testing, et ensuite ils sont passés en Consumer Driven Contract Testing. Mais nous, on va se pencher aujourd'hui plutôt sur Pact, qui fait du Consumer Driven Contract Testing. Donc comme vient de le dire Maxime, on va se pencher aujourd'hui sur Pact. Nous, c'est l'outil qu'on a le plus utilisé dans notre mission à la Société Générale, donc pour plusieurs raisons. Donc, quelles sont les spécificités de Pact en lui-même? Donc, ça a toujours été du contract testing, du Consumer Driven Contract Testing. On l'a utilisé parce que c'était open source, c'est édité par une équipe, une association, je ne sais pas trop, qui est australienne et qui tient assez bien. La documentation est plutôt pas mal, il y a des commits assez fréquents. Donc, nous, c'était un argument qui était pas mal. Et vraiment, ce qui nous a fait choisir Pact plutôt que Spring Cloud Contract, c'est son aspect polyglotte. En fait, on voulait l'utiliser surtout pour communiquer avec des applications en .NET pour une nouvelle équipe avec laquelle on devait échanger. Et finalement, on s'en est servi aussi pour sécuriser les échanges qu'on avait avec les front-end. Donc on s'en sert côté front. On s'en sert avec les équipes qui sont en .NET et en Java aujourd'hui. C'est aussi possible, je crois, avec Spring Cloud Contract, mais donc ça fonctionne très bien dans l'univers Spring, dans l'univers Java en général. Par contre, dès qu'on sort, il faut des adapteurs et c'est assez lourd à mettre en place. Donc là, c'était vraiment plus simple pour notamment l'équipe qui travaillait en .NET de passer sur Pact. Donc nous, c'était vraiment un argument qui nous tenait à cœur. Donc l'avantage de Pact, c'est que pour stocker les contrats, justement, comme on a vu tout à l'heure, il vient avec le Pact Broker. Donc en fait, c'est une solution qui est soit hébergée chez eux, soit chez vous, ça dépend ce que vous en faites. Donc ce qui permet de stocker les contrats. Donc sur un même repository, vous avez l'ensemble de tous les contrats. Vous avez ça génère de la documentation, donc ça vous permet de voir quel service échange avec qui, et ça liste aussi les vérifications de ces contrats, quand est-ce qu'elles ont été effectuées, quand est-ce que le contrat est passé, quand est-ce qu'il a été publié. C'est une bonne source de documentation qu'on verra tout à l'heure lors d'une partie un peu plus démo, un peu plus pratique. Donc comme je l'ai dit, voilà, ça nous permet de générer des schémas de ce type, mais on ne voit pas grand-chose parce qu'on ne voit pas les flèches. Ce sera... Attends, si je fais ça, on peut l'avoir peut-être. Non, parce que c'est une image. Ah oui, pardon. C'est pas interactif. Il pensait que c'était... On vous montrera la version interactive tout à l'heure, mais là, c'est qu'une image. Donc voilà la partie interactive. Alors, pour notre cas, on n'a pas... on ne va pas vous montrer toute notre bazar de notre architecture microservice. On a pris un cas un petit peu plus simple. Donc on va avoir une architecture, on a un provider qui a un catalogue qui va proposer la gestion de produits donc, à deux consumers qui vont être la search, qui va avoir donc son contrat, comme on va utiliser Pact, on va être en Consumer Driven Contract Testing, et le panier qui va avoir également son contrat. Donc tout de suite, on va avoir un contrat. Un exemple concret. Donc le contrat ici, c'est le contrat de la search qui va récupérer un produit.
via son ID et qui va attendre que le catalogue lui renvoie. Donc ici, on va attendre, je ne sais pas si on voit bien, un HTTP GET sur la route product 1, 2, 3 et on va attendre le résultat qui sera un objet JSON avec un ID et un nom. Et donc tout de suite, la démo. Si je trouve ma search. Donc voici le code. Alors je ne sais pas si... Qui fait du Java ici? Est-ce qu'il y a des gens qui font du C# ou autre chose? Est-ce qu'il y a des gens qui font autre chose encore? Voilà, donc pour vexer personne, même si on est dans l'univers de la JVM, on n'a pris aucun ni de Java ni de C#, on a fait du Kotlin. Donc comme ça, personne n'est vexé. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc la première chose qu'on va voir ici quand on va définir notre contrat, c'est que déjà il faut dire entre qui et qui ce contrat va être. Donc ici on va dire ça va être entre un provider qui va être catalog provider et entre un consumer qui va être notre search consumer. Donc là on est dans le code du consumer, vu qu'on définit le contrat et qu'on fait du consumer driven contract testing. Oui, je n'ai pas montré mais on est dans le code de test du consumer, donc c'est pas le code de prod. Donc je reviens sur mon... On voit bien. Deuxième chose qu'on va faire, c'est notre interaction. Ici, on va lui donner un nom. Donc ici, get a product. Donc on a envie de récupérer un produit. On s'attend à envoyer, en tout cas côté consumer, un HTTP GET sur product/1. Et on s'attend que le provider nous réponde avec un HTTP OK, qui nous réponde du JSON. Donc on attend aussi un petit header. Et dans le body, on s'attend un objet JSON qui aura deux champs, un champ type nombre qui sera l'ID, et on met un petit exemple d'ID, et un deuxième champ de type string qui sera le nom. Par exemple des chaussures. Voilà, donc on va exécuter nos tests pour générer le contrat. Hop. Comme j'ai tout redémarré et que il faut le temps que Gradle se lance et qu'on l'a déjà fait, on va vous le montrer tout de suite. Ce sera plus rapide, sinon on attend. Donc ça c'est le contrat généré, donc c'est du JSON et on va retrouver exactement les mêmes informations qu'on vient juste de vous présenter, donc le nom du provider, le nom du consumer, notre liste d'interactions avec notre interaction qu'on est en train de définir, donc get a product, les éléments de la requête attendue, les éléments de la réponse. Et ici, ce qu'on va noter, c'est qu'on a une réponse body avec les valeurs en dur et une réponse avec des matching rules. Donc ici, c'est utile. Pardon, je descends encore. C'est utile parce que quand on va tester le consumer, on va créer un mock du provider, donc il nous faut des exemples de valeurs pour que le mock du provider les retourne. Et quand on va tester le provider, on va vérifier les types de données. Donc ici, par exemple, sur l'ID, on va juste vérifier que c'est un nombre. Donc il y a quand même des informations pour vérifier les deux. On peut retourner dans le test. On va retourner dans notre test, qui a dû passer, qui est passé, et on va exécuter le code de test de ce contrat qu'on vient juste de générer. Donc notre code de test, il est vraiment très simple, c'est-à-dire qu'on va, ici on instancie notre client, qui est juste un product repository, qui va faire l'appel REST quand on va appeler la méthode getProduct avec l'ID 1. Il va faire son appel HTTP, récupérer le JSON qui sera retourné par le mock du provider, le parser, remplir un objet, nous on récupère cet objet, et cet objet on va vérifier que on a bien un objet qu'on a réussi à créer, à remplir avec nos deux informations, l'ID et le nom. Et donc on va l'exécuter tout de suite pour voir si notre consumer vérifie bien notre contrat. Alors je crois qu'on avait le schéma. Donc là, ce qu'on fait, c'est vraiment ça va générer le mock du provider. Le consumer, le code qu'on vient de voir, c'est le code du consumer. Donc on va envoyer la requête HTTP.
le provider va faire son travail par rapport à l'interaction qu'on a définie juste avant, répondre la réponse, et on va ici vérifier qu'on arrive bien à parser la réponse. Et donc ça a l'air de marcher, donc on est content. Et donc maintenant, comme on a un contrat que notre consumer vérifie, on peut le publier. Donc on va le publier pour pouvoir le récupérer dans notre provider. Donc on a une petite tâche Gradle, mais il y a des outils, en fait avec Pact, il y a des outils qui permettent d'intégrer Pact dans de nombreux langages, comme on l'a vu, comme il est polyglotte. Et donc ici on voit bien que notre fichier JSON généré vient d'être publié. Donc on est content, ça fonctionne côté consumer, donc là, on va aller côté provider cette fois-ci. Donc on va faire ça. Ici, comme les tests viennent de l'interaction, eh bien on n'a pas grand-chose à faire. Oui, c'est là. Donc pour ceux qui font du Java, vous ne serez pas étonnés d'avoir plein d'annotations Spring Boot. Pour les autres, sachez juste que ça sert à faire le setup de notre environnement de test, parce que pour le setup du provider, il faut lancer ce provider. Donc ici, il est lancé sur le port 8080. Donc la première chose qui va concerner Pact ici, ça va être cette ligne-là, où on va dire, dans le test de contrat, mon provider s'appelle catalogue provider. Donc ici, on va aller chercher tous les contrats qui concernent ce provider. Du coup, il faut dire où on va chercher le contrat. Donc on va utiliser la notation Pact Broker et lui dire que voilà, j'ai mon instance de Pact Broker qui est ici avec les informations d'authentification. Et globalement, ensuite, globalement, il n'y a pas grand-chose d'autre à part dire à peu près où va être. Ici, on va dire, voilà, quand tu vas lancer tes tests Pact, tu vas trouver le provider à cet endroit, donc localhost 8080, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc on va vérifier qu'on passe bien notre provider. Donc là, c'est notre état initial. On a notre consumer, notre provider. Tout fonctionne normalement. Hop. Si ça veut bien s'exécuter. Je ne sais pas si tout le monde le voit correctement. Tac. Et donc, ici, on voit que on vient juste de publier un contrat, mais comme on voit qu'il y a deux vérifications. Donc, il y a la vérification du contrat entre la search et le catalogue qu'on vient juste de définir et de publier. Et il y a un deuxième contrat entre le panier et le catalogue. C'est l'autre provider qu'on a défini. Donc, on voit bien qu'on va chercher tous les contrats de tous les consommateurs et qu'on essaye de les vérifier. Et voilà, c'est tout. Donc ce deuxième contrat qu'on a vu qui sortait un peu de nulle part, en fait il vient du broker, on l'a publié avant la conf, j'avoue. Donc on va pouvoir aller sur le broker pour voir un peu à quoi ça ressemble depuis qu'on en parle. Donc voilà, alors donc là c'est la solution hébergée par Pact, c'est une solution, nous on a pris la version gratuite qui te permet de stocker 5-6 contrats, on ne l'utilise pas en mission, on a une version hébergée sur Docker chez nous, mais là c'était pour la démo. Donc on va pouvoir retrouver notre contrat entre notre search consumer et notre catalogue provider. C'est lisible pour les gens qui sont un petit peu loin? Moyen? Est-ce qu'on peut... Ouais, c'est pas mal. C'est mieux comme ça là? Ouais. Ce qui est écrit en gris, c'est pas intéressant, donc c'est pas grave si vous le voyez pas. Je pense. C'est les versions. Donc on va pouvoir voir que notre Pact est aujourd'hui successfully verified. Alors on l'a publié tout à l'heure. Donc il a été publié il y a 3 heures, et vérifié il y a 3 heures. Donc vu qu'il n'y a pas eu de changement, en fait, il n'a pas stocké les informations qu'on vous a montrées. Mais en tout cas, le Pact Broker permet de... Si, il les a stockés. Ah voilà. Donc on a pu stocker la vérification qui a eu lieu il y a 2 minutes lorsque Maxime a lancé le test du provider. On peut voir même dans l'autre que celui-ci aussi a été vérifié il y a 2 minutes. Donc c'est ce contrat qu'on a vérifié en même temps qui nous permettait d'avoir 2 tests. Donc, si tu reviens sur... Tac. Donc, ce qui est intéressant ici de voir, ça va être la matrice d'exécution. Donc, je veux pas qu'on voit le contrat. Si on peut voir le contrat. Donc, on revoit le contrat qui avait été... En fait, lorsque le JSON a été envoyé, lorsqu'on a fait le Gradle Publish, on a envoyé ce contrat
Opact Flow. Donc on le retrouve ici, on retrouve les différentes versions, la date de publication et les différents éléments qu'on a définis qu'on avait vus dans notre JSON parce qu'on les avait définis dans notre application. Donc on va pouvoir également retrouver une matrice d'exécution. Donc ça c'est un aspect qui est vraiment pas mal dans Pact, c'est qu'on va avoir les deux. Quand c'est en full screen c'est mieux, mais là, je trouve que c'est un peu dur. Ouais non ça se. Tant pis. Bon sinon des os. Non, mais de toute manière, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on l'a vérifié il y a 3 minutes. Voilà, donc on l'a vu il y a 3 minutes et le statut en bout de ligne est OK. Donc tout s'est bien passé, on a bien eu une vérification réussie. On va avoir également un diagramme des interactions. Donc c'est celui qui n'était pas cliquable tout à l'heure, mais qui l'est ici. Il faudra que tu dézoomes ici. On va dézoomer un petit peu. Donc vous voyez pas très bien, mais du coup, l'intérêt, c'est qu'on a un graphe qui est généré automatiquement par rapport aux contrats qui sont trouvés dans le broker. Donc là, on a nos deux contrats. Donc on peut voir celui de la search et celui du cart. Si tu veux ouvrir celui de la search. De la search. Du cart, on l'a vu. J'ai ouvert l'autre. Ok. Donc là, on retrouve celui du cart. Donc c'est le panier, parce qu'on a un autre service qui s'appelle le panier, qui tourne dans notre infrastructure microservice. Ah. Et là, donc on peut voir son contrat également. Donc là, c'est un autre service qu'on a fait. Donc celui-là, c'est du front, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le montrer. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, donc, vu que c'était un peu le but depuis le début, c'est d'ajouter par exemple un champ côté consumer. Donc on va se dire que notre search a besoin de nouveaux éléments pour fournir des informations plus détaillées à nos utilisateurs. Donc on va aller dans le code du consumer driven, on va le faire un peu en TDD, si ça vous va. Donc on va définir... Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Donc vu que vous êtes d'accord visiblement... C'est gentil en tout cas. Donc on va partir du contrat, on peut partir du contrat. Donc on va définir un nouveau champ donc, dans notre contrat. Par exemple, disons qu'on veut ajouter une description. On ajoute donc une description en général, c'est un string donc de type. Voilà. Et par exemple, donc disons nice shoes, des belles chaussures. C'est mieux. Donc on va ajouter ce champ. On va pouvoir l'ajouter également dans notre produit qui est renvoyé donc dans notre test en bas. Hop. Voilà. Ouais. Donc maintenant on va dire que dans notre test. Donc on va aller dans le produit. Donc ça c'est le produit qui va être désérialisé. C'est dans cet objet-là qu'on va désérialiser notre réponse JSON. Donc ouais. Ça c'est le code du production, du consumer. Donc là notre consumer exprime le besoin d'avoir un champ description de type string. Donc on peut revenir dans notre test, parce que maintenant la création de notre objet va fail. Donc on a une petite erreur qui nous suggère de mettre une description. Par exemple, celle qu'on a mis en haut. Ouais. Donc on va pouvoir lancer ce test. Je sais pas si tout le monde voit. Un, deux, trois. Donc c'est bon, maintenant notre contrat nous retourne bien une description. On va pouvoir aller voir dans le contrat par exemple, si vous voulez, qu'on a bien contrat, le fichier. Le fichier. Hop. Hop. Donc ici, donc dans notre contrat qui est en plus tard envoyé au broker, on voit bien qu'on a une description nice shoes, donc on est plutôt content. On va pouvoir envoyer ce contrat maintenant sur le broker. Bon là on fait tout à la main pour vous détailler la logique, mais l'idée c'est d'intégrer cette publication de contrat dans votre outil, dans votre Jenkins, pour que ça soit fait automatiquement. Nous on le fait jamais à la main. Donc on va pouvoir voir maintenant que le contrat a été publié dans le broker. On peut aller le voir dans le broker du coup. Ouais. Hop, search. Ah oui, non, ça a fail tout à l'heure. Non, pas encore. Ce qu'on va aller voir, c'est qu'on a bien notre description qui a été ajoutée à notre contrat. Donc maintenant, on va aller dans le code du provider. Yes. Donc notre catalogue aujourd'hui n'envoie pas de description, puisqu'il ne sait pas que le consumer a besoin de cette description. Donc imaginons qu'on veuille faire tourner les tests de notre catalogue. Je sais pas, peut-être qu'il envoie, en fait, on n'a pas été voir. C'est vrai, on n'a pas été voir. Donc peut-être qu'en fait, le catalogue fournit déjà une description. Et donc il n'y a rien à faire.
J'ai fait un peu un spoiler. Ils sont fâchés du coup. Il n'y a plus l'effet de surprise. Et que va-t-il se passer? Donc là, on remarque qu'on a un test qui fail sur les deux. Donc celui qui fail, c'est celui de la search, parce que le contrat de la search attend une description. Par contre, à l'inverse, le test du panier, lui, pour calculer un panier, il n'a pas besoin de savoir la description des produits. Donc tout se passe bien pour lui. La communication entre le panier et le catalogue est toujours assurée. Donc on retrouve ça dans le broker. Toi, on le remonte ou pas? Hop. Donc voilà, donc on a la matrice d'exécution. On aura la matrice d'exécution. Bientôt. Effet démo. Je sais pas. Voilà. Tadam. Et donc là, donc notre exécution qui a eu lieu il y a 1 minute, elle a bien fail. Donc le résultat de l'exécution du contrat a été effectué en local et on a une option qui nous permet de publier ce résultat au broker. Donc c'est pas quelque chose c'est paramétrable. Donc maintenant on va devoir corriger notre provider pour effectivement fournir cette information. Donc je vais aller dans mon produit. Donc on va dans le produit qui est fourni par le provider. Donc ça on est dans le code de production du provider. Donc on met une description de type string. Hop. Avec une virgule. Avec une virgule, ça marche mieux. Ouais. Donc on va aller dans le repository pour effectivement récupérer une description. Donc on ne s'est pas embêté avec une base de données et tout, on a fait ça en dur. Donc best conf. Ouais, c'est la best conférence. Et donc lorsqu'on va lancer nos tests maintenant, on va pouvoir voir si notre contrat, si nos deux contrats d'ailleurs sont toujours vérifiés, enfin sont à présent vérifiés, parce qu'auparavant ça n'était pas le cas. Donc tout est bon, on a bien nommé notre champ description comme il le fallait, on a bien envoyé les données du bon format, donc on est assez confiant. Par contre, il me semble quand tu as ouvert le fichier du produit, pardon, oui. Ici, donc on a ajouté un champ description qui est donc correct, qui est bien renvoyé. Je crois qu'il y a un prix, mais alors je suis pas sûre qu'on s'en serve. Donc au passage, on peut faire un peu de boy scout et nettoyer ce qui n'est pas utilisé. Qu'on enlève du repo aussi, parce que je crois que c'est toujours 0. C'est toujours gratuit. Et on peut. Donc là, on n'a aucune erreur comme ça, là, visuellement, sur IntelliJ. Ouais, ça compile. Okay. Mais on va pouvoir vérifier que ce champ n'est pas utilisé, donc au travers des tests. Donc si tu lances le test. Tac. Donc voilà, l'idée c'est de voir un petit peu ce qui se passe si on supprime un champ qu'on pensait inutilisé parce qu'on a beaucoup parlé de la search qui n'utilise pas le prix. Oula, qu'est-ce que t'as cassé? Oulala. Alors, si on regarde un petit peu, donc maintenant notre panier en fait n'est plus satisfait de ce qui lui est renvoyé par le catalogue parce qu'en fait il lui manquait le champ qu'on vient de supprimer. À l'inverse, on va aller voir, non? Ouais, on va aller voir. Oh là là, donc petit problème, donc c'est cassé. Le panier n'arrive plus à. Ça devrait être. Je pense que c'est des components. Donc ici, on a besoin du prix. Et oui, on avait besoin du prix. C'est pas du tout préparé. En fait, ils y ont presque cru. Ouais, je crois. Du coup, on va revert, du coup. Ouais, on revert. Ça va pas le faire. Donc, on va retourner dans notre... On va revert ici. On va retourner dans le petit repo. On fait la main. On est obligé de mettre un prix, visiblement. Oula. Et on va relancer nos tests. Il y a encore du réseau. Non, c'est bon. C'est bon, ça repasse.
Et donc on est content. On est toujours content, mais là on est encore plus content. Tous les tests passent et Du coup, on peut livrer en prod, c'est bon. Du coup, on peut livrer en prod. Top. Donc après cette petite démo, je crois qu'on a fait le tour. On va juste revoir que du coup, on a notre nouvelle vérification dans la matrice. Donc c'était cassé, ce n'est plus cassé. Donc voilà, l'intérêt de la matrice, c'est vraiment d'avoir tout l'historique de ce qui s'est passé, de pourquoi ça a cassé auparavant et de notre état actuel avec l'historique de l'exécution. Donc, pour conclure un petit peu, donc on a des interactions qui sont à présent donc déclarées, toutes centralisées au même endroit, donc dans le broker, ce qui nous permet de les visualiser également, donc d'avoir une sorte de documentation automatiquement générée. Et donc, c'est ça vraiment l'important du contract testing, c'est qu'elles sont testées. Donc toutes les interactions sont sécurisées en termes de tests. Donc on peut s'assurer que nos interactions sont potentiellement plus sécurisées. Et que ça va marcher ensuite. Et que ça va marcher. Donc ce qui nous permet d'avoir notre image un peu chaotique de tout à l'heure, qui est plus sécurisée, puisque tous les échanges sont à présent testés. Alors un deuxième truc qu'on a fait aussi, c'est que là où nos interactions auraient finalement été testées, au pire en production on aurait eu des erreurs parce que les services n'arrivent pas à communiquer. Au mieux, on aurait eu soit des tests à la main, soit des tests end-to-end automatisés qu'auraient fail, qui nous auraient demandé du coup de l'investigation pour savoir où ça ne fonctionnait pas. Là, on a des tests qui sont complètement automatisés, qui s'exécutent au moment du build, et du coup qui vont être plus rapides à exécuter, plus faciles à maintenir, et donc moins coûteux. Et en plus, on va avoir une boucle de feedback qui va être beaucoup plus rapide. Parce que généralement, les tests manuels, c'est juste avant la mise en prod, et les tests end-to-end, on ne les passe pas toutes les 10 minutes. Attention, le contract testing, c'est vraiment pour tester les interactions, c'est pas fait pour faire des tests fonctionnels, donc vérifier si j'envoie telle valeur qui me renvoie telle valeur, c'est pas fait pour ça, on vérifie bien que deux services vont réussir à communiquer, c'est tout. C'est pas non plus fait pour essayer d'envoyer plein de requêtes et essayer de faire des tests de charge à un service. C'est vraiment fait uniquement pour tester les interactions. On voulait également faire un petit retour d'expérience sur notre expérience du provider driven et du consumer driven, parce qu'on a commencé avec Spring Cloud Contract qui était du provider driven. On s'est dirigé ensuite vers Pact qui est du consumer driven, principalement parce que Pact était polyglotte, mais on s'est rendu compte en mettant en place Pact que les retours qu'il nous faisait sur ce qui éventuellement allait casser ou qui utilisait quelles données, c'était beaucoup plus précis qu'avec Spring Cloud Contract qui est du provider. Comme on a un seul contrat, c'est moins précis qu'un contrat par consumer. Par contre, comme il y a plus de contrats, c'est plus lourd à maintenir. On voulait aussi revenir un petit peu sur les moins du contract testing. Bien, forcément, comme on a des tests ajoutés en plus, ça fait du travail en plus. Et comme on fait du consumer driven contract testing, on a encore plus de contrats, donc encore plus de travail. Mais bon, nous, on pense que ça vaut le coup. Et un dernier sujet dont on n'a pas parlé ici, parce que ça mériterait vraiment une conf à part entière, c'est la gestion du versionning. Comme chaque consumer a son contrat, il a sa version du contrat, et donc il faut essayer de faire monter les versions des contrats et arriver à gérer les versions des contrats pour qu'un même endpoint du provider gère plusieurs consumers. Donc c'est pas forcément évident. Merci beaucoup, c'est tout pour nous. Et comme on est très en avance. On a quelques minutes pour les questions, mais je crois qu'on était en retard au début. Encore une dizaine de minutes. On peut prendre une ou deux questions, mais c'est vrai qu'on est un peu chaud timing, donc on va pas prendre les 10 minutes si possible. Mais s'il y a une ou deux questions, n'hésitez pas. Oui, il y en a une juste là. Oui, ok. Oui, je te raconte. Ah, du coup, c'est moi qui réponds. Je vais passer mon... Oui, bonjour. Déjà, merci pour la conférence. J'avais une question. Pact, je vois que ça génère un contrat à JSON. C'est un contrat qui est propriétaire ou c'est qu'il y a une norme qui a été faite? Parce que est-ce que ça gère aussi les contrats OpenAPI?
Voilà. Alors, oui. Le format n'est pas forcément propriétaire de mémoire. Je pense qu'il est différent d'OpenAPI, mais comme Pact gère en fait a des SDK dans beaucoup de langages, c'est déjà suffisant d'utiliser juste Pact pour sécuriser les interactions entre des services qui seraient dans différents langages. Mais effectivement, c'est différent de OpenAPI, parce qu'il y a besoin de plus d'informations. D'autres questions? 1, 2, 3. Je pense que tout le monde est fatigué. Très bien, merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup.